Et on va commencer par le plus important, je pense. C'est la condition physique de certains pilotes. Vu ce qu'ils ont dû subir, ce week-end, ça a été peut-être un petit peu too much. En tout cas, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Norris. Ils ont clairement trouvé la limite et c'était pas la bonne façon de faire. On rappelle ce qui s'est passé donc hier. Donc, Esteban Ocon vomit au 15e tour. Logan Sargent abandonne car déshydraté et avec des symptômes ne pouvait pas finir la course. On a Lance Stroll qui n'arrivait pas à sortir de la voiture et qui s'est jeté à la porte de l'ambulance pour avoir de l'aide. Albon ne pouvait pas sortir tout seul de la voiture. On a Magnussen qui est sorti. Bottas qui disait que c'était probablement un calvaire. Les deux pilotes dans la cool room obligés de s'allonger. Leclerc qui disait que c'était vraiment la course la plus dure de leur carrière, etc. Bref, tous les pilotes étaient HS. Ouais, Ocon l'a vomi. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au point où il faut quand même un peu se remettre en question au niveau de la F1 et de se dire, bon, le spectacle c'est bien, la santé c'est peut-être un peu mieux, non? Ça m'a attristé. Ouais. Vraiment, le moment Sargent, vraiment, j'avais de la peine de fou. Ça m'a attristé. Tu sais, genre, c'est un peu comme. Bon, on s'en rend compte à la fin, parce que forcément, sur le moment du GP, moi, je me disais, ah, Sargent, est-ce qu'il est pas malade? Il était malade la veille, je crois. Et il Donc, avait eu est-ce des que c'est petits pas dû à symptômes dans ça? la semaine, mais c'était pas violent, quoi. Il pouvait rouler, mais c'est juste que là, vraiment, la course, alors Stroll l'expliquait, entre la lumière faible, la chaleur, le manque d'eau, il faisait des petits malaises. Lance Stroll a fait des petits malaises pendant la course. Ouais. On a vu quand même George Russell lâcher le volant. Non, mais on a vu quand même George Russell lâcher le volant à plus de 300, juste pour essayer d'avoir un peu d'air. Tsunoda qui ouvre la visière pour avoir un peu d'air, il se prend du sable dans les yeux. Mais t'as vu Stroll, vous avez vu le on-board de Stroll aussi, hein. Vous avez vu l'on-board de Stroll où il tombe dans les pommes ou pas? Non, celui-là il est encore plus. Alors vraiment, c'est la cam. C'est la cam qui est au-dessus du volant. On le voit, il est en train de rouler en pleine ligne droite et d'un coup sa tête elle fait ça et il se relève. En vrai, c'est un peu genre ça, ce qui m'a fait de la peine du coup, c'est que ça donne un peu genre, tu sais, c'est un peu genre, c'est qui a dit que c'était une torture? Tu sais, t'as l'impression vraiment de voir des gens souffrir. Alors, sportif de haut niveau et tout, mais comme a dit Norris, c'est vraiment une limite. Non, mais alors, et on a signé pour 10 ans. Hein, il y a sportif de haut niveau et sportif de haut niveau. On a déjà eu des températures un peu similaires dans le passé, par exemple à Bahreïn. Du coup, on a fait en sorte, par exemple, que le Grand Prix soit de nuit, etc. On a trouvé des alternatives. Là, on a atteint un stade où c'est même juste une question que c'est dangereux quand tu as des pilotes qui font des petits malaises au volant et qui sont déshydratés. Il faut quand même remettre en question un peu, alors pas forcément le circuit dans sa structure, mais le moment où on va faire la course au Qatar, ou alors est-ce que le Qatar peut accueillir la F1 dans de bonnes conditions, etc. etc. 75% d'humidité si jamais. C'est ça, en fait, il y a deux choses à prendre en compte. Déjà, c'est le taux d'humidité. Le taux d'humidité, ça fait vivre une sensation de chaleur abominable, parce que vous avez l'impression d'être trempé constamment, mais vous avez de la chaleur, votre température corporelle est tout le temps extrêmement élevée. Et le deuxième point que tu as soulevé justement qui est très bon, c'est est-ce que le Qatar peut accueillir la F1? Oui. Est-ce que le Qatar peut accueillir la F1 en début octobre? Non. Parce que ce sont encore les périodes de forte chaleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas Bahreïn à ce moment-là de l'année. Parce que c'est objectivement à peu près au même endroit sur le planisphère. Ouais. Comme le Canada en juin. Ouais, c'est ça. Et en fait, globalement, je regardais justement les saisons un petit peu au Qatar, les meilleures saisons. Entre avril et octobre, c'est hautement déconseillé parce que c'est la saison vraiment estivale. Donc c'est là où il y a le plus de température, c'est là où l'humidité est au plus haut. Et je regardais justement le calendrier de l'année prochaine, il est prévu normalement le 1er... Attends, il est en novembre. La date. Normalement, il est en novembre l'année prochaine. Il a été un petit peu repoussé vu qu'il est l'avant-dernier Grand Prix avant Abu Dhabi. Normalement, il est dernier week-end de novembre. Donc en effet, ce sera peut-être un petit peu mieux. Non, j'ai 1er décembre. 1er décembre oui, pour voilà. le Qatar. Donc 1er décembre, et normalement le 1er décembre, il fait un peu plus frais. La meilleure période pour partir au Qatar, c'est techniquement en janvier, c'est là où il fait le plus frais. Alors frais, bon, on reste quand même sur des températures de 20 degrés, hein, bon, c'est le Qatar. Non, mais c'est pour ça qu'on a fait la Coupe du Monde. C'est ça, exactement, c'est la même chose. J'ai vu un tweet aussi intéressant du coup sur le Qatar au final, c'est qu'on rappelle que l'année prochaine, la F2 roule au Qatar et ce sera 2 jours. Pardon? Oui. Ah oui, putain. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Donc j'espère qu'en décembre, en effet, il fait moins chaud, mais les pilotes de F2 vont devoir rouler 2 jours au Qatar l'année prochaine. Après, c'est toujours pareil, on va arriver sur des sujets écologiques, mais techniquement, il est censé faire plus frais en décembre, mais bon, on arrive sur des températures où on est aujourd'hui, le 9 octobre, en France, il fait 35 degrés, donc bon, j'ai envie de vous dire, au Qatar, en décembre, on peut pas trop anticiper. Et on risque vite de se retrouver où un peu partout dans le monde, sauf période vraiment hivernale, il ferait 35 degrés à chaque fois. Donc, dans le chat, je vois ils vont mourir, etc. Non, ils vont pas canner, hein, vous inquiétez pas. Ils font aussi Bahreïn, il fait super chaud la journée et en vrai, oui, non, si c'est adapté. en décembre, ça peut passer. Non, mais c'est adapté, oui.
Mais c'est juste qu'on est quand même dans des conditions très très particulières. Alors, ok, c'est différent, mais par contre, en décembre, on a quand même fait une Coupe du Monde où, bon, les stades étaient climatisés, quand même, faut le préciser, mais où ça allait par rapport à des pays où il fait déjà chaud, tu vois. En fait, le truc qu'il faut se rendre compte aussi, c'est que tu peux très vite être déshydraté en Formule 1. Enfin, surtout qu'on rappelle que des fois, certains roulent sans eau. Faudra ça. Ouais, faudra peut-être l'obliger par moment. Ouais, mais même si tu obliges à rouler avec l'eau, tu vas forcément avoir des moments où tu vas te déshydrater beaucoup plus. Un footballeur, parce que tu prends l'exemple de la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde de football, il y avait des postes fraîcheurs. Ouais, bien sûr, au Qatar. Il y avait des postes fraîcheurs, ça boit quand même assez régulièrement. Il y a des temps morts au football. En F1, c'est 1h30 complet à 100% et t'as pas le temps de respirer, quoi. Et on l'a vu. La chaleur dans le cockpit, il fait bien plus chaud que dans un stade. Et bien sûr, vous avez. Techniquement, au foot, t'as ta température corporelle. Oui. Et c'est tout. Le vent, et la température extérieure. Oui, c'est pour ça que je disais à moindre mesure par rapport à la discipline. C'est ça. Alors qu'en Formule 1, t'as donc ta température corporelle qui est vraiment compressée dans un endroit clos, parce qu'au niveau des jambes, etc., c'est complètement clos. Il n'y a pas d'air qui passe. Tu as le moteur qui chauffe derrière toi. Et après, tu as la chaleur qui peut se refléter aussi sur ta voiture selon la couleur de ta voiture. C'est un truc qu'on néglige aussi, mais qui est hyper important. Notamment la Mercedes qui est de couleur noire, qui absorbe beaucoup plus la chaleur et qui permet aussi d'accumuler de la chaleur dans ce truc-là. C'est aussi un vrai problème sur ça. Et les combinaisons de couleur noire comme Mercedes, encore une fois, et Red Bull aussi, parce que c'est sombre. Plus une combinaison est sombre, plus elle va absorber la chaleur et la concentrer en elle. C'est d'ailleurs pour ça que normalement, quand il fait chaud dehors, on conseille de s'habiller avec des couleurs plus claires qui ne conservent pas la chaleur. Alors, moi, j'ai une autre question. Vas-y, Pierre, après on passe à la combinaison, c'est quand même fou que Alonso sente à ce point que son siège brûle, non? Au point de vouloir demander si on peut pas l'asperger d'eau vite fait. De l'eau, quoi, ça peut arriver, effrayant. En fait, c'est pas la première fois dans une F1 où tu as un bout de la voiture qui surchauffe, etc. Il y a quand même des températures de zinzin à l'arrière de la voiture. Ça, en soi, ça peut arriver, mais le fait que ce soit tous les pilotes qui te disent que ça a été vraiment un enfer, c'est inquiétant. Juste, on vient de me dire, du coup, donc la FIA a réagi pendant break check. La FIA a réagi aux conditions extrêmes. Je ne sais pas si on a le tweet peut-être pour l'écran. Voilà. Donc la FIA a réagi aux conditions extrêmes rencontrées par les pilotes au Qatar et affirme qu'elle va prendre des mesures pour les prochaines éditions. La FIA a noté avec inquiétude les températures et l'humidité extrêmes lors du Grand Prix où il y a eu un impact sur le bien-être des pilotes. Bien sûr que ce soit des athlètes, etc. On ne devrait pas s'attendre à ce qu'ils concourent dans des conditions qui pourraient mettre en péril la santé ou la sécurité. À ce titre, la FIA a entamé une analyse de la situation au Qatar afin de formuler des recommandations pour les futures situations de conditions météorologiques extrêmes. Donc la F1 et la FIA sont au courant. À voir maintenant les changements qui vont être pris. Moi, j'ai une autre question en plus de la météo dans la globalité. Bien sûr, c'est un communiqué. J'ai une autre question en plus de ça, c'est qu'on parle de la météo et de la difficulté du dimanche. Est-ce qu'on peut aussi parler de la clownerie que ça a été en termes de track limits, de circuits, de vibreurs, le déroulé du week-end? Est-ce que en fait le Qatar aujourd'hui c'est vraiment un circuit où on peut aller rouler en F1 parce que le Qatar, corrigez-moi si je me trompe, de base c'est la MotoGP. Le circuit il est fait pour la MotoGP, donc est-ce qu'il est adapté réellement au F1 moderne? Est-ce qu'on peut vraiment faire une bonne course sans avoir 37 track limits, sans avoir des vibreurs qui te coupent les pneus en deux? Comment on fait? C'est même débat que l'Autriche, oui. En fait, non, alors le débat en Autriche, si je peux me permettre, c'était juste les track limits où on était sévère et juste fallait pas abuser de la piste. Là, on est quand même sur un circuit où vendredi, quand t'arrives, c'est Tatooine ou je sais pas quoi, là, frère, c'est Star Wars avec le sable, t'as pas de grip. Les pneus se font couper en deux. T'as vu la gueule des pneus à la fin de la séance d'essai. C'est les vibreurs. D'accord, mais les vibreurs, ça va plus couper en deux, tu vois. Alors, non, mais il y a plusieurs débats dans ce que tu dis. Il y a plusieurs débats. Le sable, c'est un truc qu'on voit régulièrement quand on va dans les pays arabes, notamment comme le Bahreïn. Tu vois, Bahreïn, on a déjà eu des tempêtes de sable. Enfin, ça n'a jamais été. Non, mais malheureusement, c'est des conditions météorologiques extrêmes. Enfin, on a déjà été à Suzuka quand il y avait des typhons et c'était vraiment la pire idée. On a maintenu ça pendant des années. Malaisie, c'était pareil. Là, la question, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose? Mais non, mais faut faire quelque chose. Mais je ne pense pas qu'en soi, le Grand Prix du Qatar soit problématique. Il peut accueillir le Grand Prix du Qatar comme n'importe quel autre circuit. Il a le grade 1. Les vibreurs, ça, c'est un autre débat. Le vibreur, pour le coup, on a accordé le grade 1 à ce circuit. Mais les vibreurs, ils sont problématiques. Mais pourquoi on l'a pas vu avant? Il n'y a pas eu de tests qui ont été faits dessus. Parce que ça, c'est un vrai problème. Il y a ça très peu forcément corrigé pour l'année prochaine. Au Qatar, hormis la MotoGP, il y en a très peu. Tu dois avoir l'Euro Asia ou les Endurance là-bas asiatiques, un truc comme ça, quoi. Il doit y avoir des P2, je pense. Mais globalement, il y a plein de débats, mais qui seront réglés pour l'année prochaine. Ce qui est simplement dommage, c'est de les avoir vus pendant le week-end. Et la gestion, elle est catastrophique. Franchement, il y a un tout aussi. Je pense qu'il ne faut pas trop extrapoler sur ce qui s'est passé ce week-end.
Parce que on a effectivement tous les problèmes. La tempête de sable, c'est indépendant de la volonté des organisateurs, tu vois, ils peuvent rien y faire. La chaleur, ça pour le coup, c'est la FOM, ça aurait dû être placé à un autre moment de l'année, donc soit très tôt avec Bahreïn, ce qui en même temps empêcherait les déplacements à droite et à gauche, ou alors en fin d'année, du coup avec Abu Dhabi, mais beaucoup plus tard. L'année prochaine, du coup. Exactement. Et puis après, globalement, pour moi, le circuit, il est à sa place. Mais la F1, on entre vraiment dans le truc chaud. Et moi, ça me dérange, surtout vu au nombre de courses qui continuent d'augmenter encore et encore et encore. 24 courses par an, c'est trop. J'ai pris un exemple et je termine là-dessus mon argumentation. Je parlais de la Coupe du Monde sur Twitter. Il y avait eu un débat pendant un moment, la Coupe du Monde de foot, de la mettre tous les 2 ans. Pour moi, il y a aussi un truc de rareté qui fait qu'on met en avant le sport. Et je veux pas avoir 52 courses dans l'année, d'avoir une course par semaine, j'ai envie de respirer et de me dire putain, ça fait 2 semaines que j'ai pas eu de Formule 1, je vais retrouver ma Formule 1 et même si c'est Verstappen qui gagne, je vais profiter de l'instant présent. Là, on nous surdose, on nous surconsomme de la Formule 1 à foison tout le temps et ça en devient indigeste. Et c'est comme pour la Coupe du Monde, c'est ce qui fait que gagner une Coupe du Monde, c'est ce qui fait que c'est ultra big, par exemple, c'est parce que c'est tous les 4 ans, c'est la rareté. Gagner un Grand Prix, quand on a 16 dans la saison et quand on a 24, tu as plus de prestige aussi à gagner un Grand Prix, vu que c'est beaucoup plus rare, tu vois. Carrément. Et même pour les stats, je suis pas un fan des stats, mais c'est très bien de voir des Max mettre des nombres de points exceptionnels, d'enchaîner les victoires, machin. Pour les nombres de points. Non, mais quand à l'époque, tu vois, on enchaînait 10 victoires dans une saison où il y a 16 Grands Prix, c'est quand même plus impressionnant que d'enchaîner, même si ça reste quand même très impressionnant d'enchaîner 10 victoires, attention. Mais ça reste plus impressionnant d'enchaîner 10 victoires sur une saison à 16 Grands Prix que sur 10 victoires sur une saison à 24 Grands Prix. Pour finir avec ce petit débat là sur le Qatar, donc tu parlais des Grands Prix et de la rareté des Grands Prix. Du coup, Ben Sulayem, président de la FIA, s'est exprimé là-dessus. Alors, on va avoir une transition parfaite après pour un autre débat sur les écuries, la 11e écurie. Ben Sulayem a dit, donc président de la FIA, que justement, il voulait réduire le nombre de Grands Prix, augmenter le nombre d'écuries et rendre justement ces events, ces courses plus rares. Alors, il va y avoir aussi un problème, c'est que plus les Grands Prix vont être rares, plus ils vont coûter cher, plus on va perdre des Grands Prix comme Spa, on va perdre des Grands Prix historiques. Donc ça, c'est inévitable. Mais je rejoins quand même Robin dans son discours. Petite dernière chose, est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin aujourd'hui de la F1 d'écouter quand même plus les pilotes ? Parce qu'on rappelle que toutes ces décisions ont été prises sans l'avis des pilotes. Les pilotes découvrent les news dans les médias. On ne demande pas l'avis des pilotes quand on fait des changements sur la piste ou sur les formats. Est-ce qu'il n'y a pas un manque un peu aujourd'hui en F1 où on a quand même en plus des pilotes jeunes qui sont quand même une bande de potes, ils ont plus ou moins la même mentalité, on n'a pas trop de différence d'âge, etc. Ça devrait être plus naturel les discussions, non ? Tu veux parler, Pierre ou... Non, vas-y. Je veux pas monopoliser, j'ai l'impression. Non, mais parler, tu peux. Vas-y. Mais non, mais si, moi je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus aussi, et notamment sur les décisions qu'ils ont prises avec des commissaires, etc. Moi je comprends toujours pas pourquoi on a... Alors, de temps en temps, on nous dit il y a machin qui vient aider sur les décisions. On a pas mal de commissaires qui sont qui n'ont des fois jamais roulé et qui prennent des décisions sur des incidents de course. Ça me pose problème. On a effectivement le truc des vibreurs, etc. Ils ont des. Normalement, il y a le. C'est quoi ? C'est le GPDA. Alors, le GPDA, ça en parle dans le chat, je vois la question, mais le GPDA, du coup, sert à quoi en vrai ? Le GPDA, c'est l'association des pilotes. Et là, le problème, c'est que le GPDA, en général, quand il agit contre la F1. C'est pour s'opposer ou contredire la F1. Exemple, Jeddah en 2021 ou 2022, j'ai un doute. C'est quand il y a un problème et que la F1 prend une décision et que les pilotes ne sont pas d'accord, le GPDA y va. C'est vrai qu'il y a une sorte de complicité entre la F1 et le GPDA, que tout le monde travaille ensemble. En fait, c'est ça, c'est qu'à un moment, tu as les acteurs et les organisateurs. Si les organisateurs pensent avoir tous les éléments en leur pouvoir pour décider de tout et décider que c'est la bonne décision, ça ne pourra pas marcher. Au même titre que on ne peut pas que écouter les pilotes. Ça ne peut pas marcher dans un sens que dans un sens. Il faut que ça marche dans les deux sens. Parce que des fois, c'est pas objectif aussi. Si tu as un Bien truc sûr. à dire, ce genre t'es forcément influencé. Non, mais c'est ça. Ils vont forcément avoir de temps en temps envie de rouler, etc. Et moi, je pense qu'au-delà des pilotes, il faut aussi prendre en compte les teams parce qu'aujourd'hui, il faut aussi se rendre compte. Certes, c'est une chance de pouvoir rouler en Formule 1, mais des mécaniciens qui travaillent dans les écuries, je connais pas c'est quoi les salaires ou quoi que ce soit, leurs revenus pour vivre, mais ça veut dire 24 semaines par an, ils ne sont pas chez eux pendant facilement 5-6 jours. Ces dernières années. Je vous laisse faire années, le calcul en termes de jours. Je suis curieux des salaires. Ces dernières je années, sais que alors ça tourne, en Formule 1. Alors oui, en Formule 1, il y a beaucoup de salariés du coup. Il y a très peu de freelance comme on peut avoir dans d'autres catégories comme le WEC ou la F2.
mais on a beaucoup de salariés. Il y a des équipes en fonction donc, de là où on va. Donc, c'est pas toujours les mêmes, mais quand même, comme disait Robin, c'est ultra fatigant. Et là, ces dernières années, surtout depuis 2021, il y a eu beaucoup de burn-out aussi dans les top teams où on pousse au développement, on pousse à la perfection, etc. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tout simplement arrêté, etc. Toto Wolff en parlait pendant la bataille, je crois que c'était avec Ferrari en 2019. Et le moteur, Toto Wolff expliquait le nombre de burn-out chez Mercedes parce qu'on voulait battre le moteur Ferrari. Et c'était too much pour les ingénieurs et tous ceux qui bossent à l'usine. Puis là, dans le chat, je voyais des gens qui disent en vrai, pourquoi on n'a toujours pas une équipe fixe en fait, de commissaires qui vient sur tous les circuits où on attitre tant de personnes qui viennent sur tous les grands prix et la F1 a son équipe de commissaires. Comme ça, on a toujours les mêmes pour prendre les décisions. Ah là, j'avoue que tu me lances sur un sujet que je maîtrise pas forcément. Non, mais c'est ton avis. Non, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Dans l'idée, je trouve ça logique. Dans l'idée, je trouve ça logique, tu vois. Dans l'idée, je trouve ça logique. Après, j'imagine que si c'est pas le cas, c'est qu'il doit y avoir des. Il n'y a pas la raison. Pas, non Alors, les risques de corruption, excusez-moi, mais là, typiquement, quand vous avez des anciens pilotes qui viennent, ils ont forcément des chouchous dans le paddock. La corruption, elle est presque plus probable en changeant. C'est là l'avantage de changer. Parce que du coup, si tu tombes avec. C'est comme au foot. Si au foot. Parce que, bon, désolé, je prends toujours l'exemple du foot parce que c'est le sport que je regarde. Mais si tu as toujours le même arbitre si tu n'as qu'un seul arbitre qui arbitre tous les matchs, il peut décider typiquement de ce qu'il veut. Mais parce que tu veux dire, les décisions sont toujours les mêmes. Mais en fait, tu peux avoir un avis biaisé si c'est toujours la même personne. C'est aussi là l'intérêt de. Oui, c'est vrai que si à chaque fois c'était la même personne, par exemple, on dirait genre. Tiens, c'est bizarre que là, Victor Martin prenne 10 secondes alors que l'autre il prend 5 secondes au GP d'après, tu vois. Genre, il pourrait se passer ce genre de truc. Genre, imagine, ça serait. Imagine, vachement genre, si c'était la même personne, là on se dirait c'est bizarre, mais comme c'est différent, ça nous rassure quand même. Mais pour clôturer un peu sur le rythme de la F1, sur ça, j'ai vu Jus qui a mis un beau message dans le chat, c'est au niveau de la MotoGP qui est en train malheureusement de prendre la même direction de la F1 avec les sprints et la surconsommation de sport auto, et enfin en tout cas de leur contenu, de ce qu'ils font, tu vois. Et ils sont en train de craquer parce que eux, c'est quand même. C'est pas que c'est plus physique, mais la MotoGP est un sport quand même. Non, mais en fait, je sais pas comment expliquer si vous voulez, mais le corps est mis lui en danger lui-même parce qu'il n'y a pas de coque autour et que la fatigue physique. Non, mais c'est évident, voilà, tu vois. Les blessés sont énormes. Enfin, on se rend pas compte de ce qui est fait en MotoGP. Et attention, parce que du coup, le MotoGP, ça peut aussi montrer ce que ça peut arriver en Formule 1 d'ici quelques années, malheureusement. Donc, je pense qu'il y a grand intérêt à réduire le rythme et à faire attention aux pilotes et les écouter. Vas-y, on a oublié de souligner un truc aussi, du coup, sur la fatigue et le GP en lui-même, le Qatar et tout. Si s'était passé un truc et qu'il aurait fallu, genre comme Grosjean, sortir de la voiture hyper rapidement, quand tu vois comment Albon a galéré à sortir de la voiture, c'est vrai que c'est assez marrant parce que tu as quand même, on rappelle, vous avez quand même un test à passer en tant que pilote et après on va conclure là-dessus. Vous devez être capable de sortir de votre voiture en 10 secondes. Vous devez être physiquement prêt à enlever le volant, sortir de la voiture, remettre le volant et tout ça en moins de 10 secondes. C'est un exercice obligatoire à faire pour être pilote de sport automobile en FIA. Et là, alors certes, il y a la fatigue, etc. Mais quand tu vois Albon ne pas pouvoir sortir tout seul et qu'il a besoin qu'on le sorte, lui, littéralement de la voiture, ça peut poser des problèmes. Ah, mais l'adrénaline, c'est un bonus qu'on devrait pas utiliser. L'adrénaline, elle peut vite se faire shooter par un malaise ou quoi que ce soit. Donc, pas terrible. Pas terrible. Enfin bref, on verra ce que ça va donner, le Qatar. On verra ce que ça donnera l'année prochaine, en décembre, juste avant Abu Dhabi. Tu te souviens du tweet sur l'adrénaline ou pas? Lequel? C'est une rêve d'internet. Le tweet sur l'adrénaline, il y en a dans le chat qui l'auront. Genre, c'était un mec qui avait tweet l'adrénaline, c'est un truc de ouf, ça peut te pousser à faire des dingueries, genre enculer un mec ou un truc du genre. Et le mec avait elle date un peu, mais j'ai malheureusement celle-là. Effrayant. Ceux qui ne sont pas assez vieux, vous l'aurez pas. Elle est terrifiante.